Oui, ce serait dommage. Hein, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais commencer par vous dire bonjour à toutes et à tous et dire un petit mot. Donc, je suis Stéphane Roy, psychologue et directeur adjoint de l'Institut Mimétis. Encore aujourd'hui, nous sommes donc ravis de vous accueillir, aussi nombreux, hein, de plus en plus nombreux, même d'une semaine sur l'autre, pour ce nouveau webinaire qui a pour thème aujourd'hui que nous apporte une situation d'exception entre surprise, humour et créativité. Alors, pour animer ce webinaire aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie d'accueillir Bertrand Vergely, Bertrand qui est philosophe, théologien et essayiste, et puis ainsi que le docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, qui est directeur de l'Institut et qui est le développeur, le concepteur de l'HTSMA. Alors, ce qu'on vous propose, comme d'habitude, c'est que pendant une petite heure, nos deux intervenants vont échanger sur le thème d'aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, nous laisserons place à vos questions. Et vos questions, alors n'hésitez pas à les poser sur le chat qui est à droite de votre écran. Et s'il n'apparaît pas, pensez à cliquer en bas de la page. Vous verrez, il y a une icône converser. Vous pourrez poser vos questions. Et puis, je les relayerai ensuite à Eric et à Bertrand, donc dans un deuxième temps d'intervention. Alors, juste pour terminer, comme d'habitude, vous le savez, ce webinaire, il est enregistré et donc il sera donc à voir et à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut Mimétis. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et puis je vous laisse maintenant avec Eric et Bertrand. Messieurs, c'est à vous. Merci Stéphane. Bien, bonjour Bertrand. Je vais commencer par trois petites choses par rapport à la thématique que nous allons traiter, que nous apporte une situation d'exception, ou plutôt en quoi c'est-elle, donc que nous apporte cette situation d'exception. Et la première chose, c'est d'abord que j'aimerais te dire que c'est un moment qui me touche, car je pense aujourd'hui, je suis convaincu que la rencontre du soin, de la psychologie et de la philosophie me semble être quelque chose d'essentiel, car on s'occupe de l'humain ensemble. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'aimerais partager avec toi, pour commencer, une parole qui vient de m'arriver, d'un monsieur de 102 ans, qui est le père de ma conjointe. Et ce matin, donc, sa sœur oublie de venir s'occuper d'elle, elle est arrivée en retard. Et quand elle s'excuse, il lui dit la phrase suivante: le bonheur est si grand, le hasard si pointu, qu'on ne peut s'y asseoir dessus. Touchant à 102 ans. Alors, comme tu m'as proposé, je me suis demandé et je me suis posé la question de ce titre, situation d'exception. Effectivement, ce que je trouve intéressant d'avoir mis dans le titre situation d'exception, et le versant après, nous allons voir ce qui est autour de l'humour, la surprise, la créativité, c'est que cette situation d'exception, comment peut-on la caractériser? Et est-ce qu'on peut lui donner la caractéristique de crise, ou est-ce qu'on peut, et peut-être même la caractéristique de maladie? Ce que je veux dire par là, c'est que si je reprends le terme de crise, quand je fais ma formation à l'Institut sur la crise, ce que je trouve très intéressant, c'est de revenir à la base de la première notion de la crise, je te laisserai développer d'autres, qui est celle d'Hippocrate, et que la crise pour lui était, dans le sens de la crisis, comment dirais-je moi, l'instant où la maladie touche à son terme, pour le meilleur et pour le pire. Et que pour lui, la crise n'était pas le signe de la maladie, mais le signe de la résistance à la maladie liée à l'exigence du vital. Et je vais rebondir sur quelque chose avec un philosophe
que j'aime bien, médecin et philosophe Kegan Guilhem, qui disait pareil sur la question du normal et du pathologique, que la maladie n'est pas seulement déséquilibre, elle est aussi et peut-être surtout effort de la nature en l'homme pour trouver un nouvel équilibre. Et que je trouve que voilà, que ces deux regards d'Hippocrate et de Canguilhem peuvent, me semble-t-il, être un bon point d'introduction à notre échange. Et je te propose de prendre la parole. Très bien. Alors, je vais te permettre, si tu veux, d'apporter ma vision de la crise. Oui. Et de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui est dit, en distinguant la situation d'exception, la crise, la maladie. Parce que je pense que c'est trois choses différentes, même si elles peuvent se relier. Pour moi, la crise, c'est ce qui se passe quand deux éléments absolument incompatibles sont mis en présence l'un avec l'autre et qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Là, on est dans un point de tension maximum. Je donne deux exemples de crise liés au théâtre. Le premier, c'est le CID, où la question est de savoir, pour Rodrigue, ce qu'il faut privilégier. Est-ce que je choisis mon amour ou est-ce que je choisis ma famille, sachant que choisir les deux ensemble, ce n'est pas possible. Je prends Alceste dans le Misanthrope. Alceste pose la question suivante: est-ce que l'être et le paraître sont compatibles? Sartre pose la question de la crise dans l'existentialisme et un humanisme lorsqu'un de ses élèves lui dit: est-ce que je dois m'engager dans la résistance ou bien est-ce que je dois m'occuper de ma mère? Bien. Alors, à partir de là, il faut apercevoir qu'il y a deux possibilités par rapport à une crise. Ou bien, je rentre dans un processus créateur, ou bien je rentre dans un processus destructeur. Le processus destructeur, c'est ce qui se passe quand deux éléments incompatibles étant l'un avec l'autre, on choisit entre quatre possibilités. La première, c'est la sidération, et derrière, ce que j'appellerais un état dépressif, où tout est gelé, tout est vitrifié. Il y a deux éléments incompatibles, je ne sais pas quoi faire, et je suis frappé de paralysie et de mutisme. Deuxième élément, le meurtre. Je tue l'un des éléments qui me dérangent. Troisième élément, le suicide. Je me tue. Et quatrième élément, mettre tout le monde en prison, mettre le problème en prison. Et là, on est dans la catastrophe, c'est-à-dire dans la punition, qui est le dénouement tragique. Catastrophe veut dire le tournant qui va vers le bas et qui nous met dans la punition tragique. Ou alors, on est dans la création. Alors, je ne vois qu'une manière de sortir d'une crise, c'est une création exceptionnelle, mais qui est liée à, je crois qu'il y a 4 éléments: la création, la sagesse, la révolution et la sainteté. Et là, il y a un point commun qui me paraît le suivant. Il s'avère que je réfléchis beaucoup sur les évangiles actuellement et je me disais, au fond, c'était quoi l'attitude du Christ? Pourquoi est-ce qu'il a tellement marqué l'histoire? Il a marqué l'histoire pour, à mon avis, une raison, c'est qu'il a dit la parole qui débloque tout. Le Christ n'a pas parlé de la religion, il a été la religion. Il n'a pas parlé de l'amour, il a été l'amour. Vous avez la version suivante dans la sagesse orientale. Un jour, un jeune moine veut peindre un bambou et n'y arrive pas, et son maître lui dit:
arrête de peindre le bambou, sois le bambou. Alors, je pense que ce que nous vivons dans le monde, c'est des crises poétiques. C'est une intuition de Heidegger disant l'essence de la réalité est poétique et les choses ont besoin d'un dénouement poétique. Dans le mot, dans la poésie, il y a ce qu'on appelle des strophes. Et qu'est-ce que c'est que des strophes? C'est des tournants, des virages. Or, paradoxalement, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons un virus. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? C'est quelque chose qui peut bien virer ou mal virer. Et à un moment qui prend des virages. Mais moi, je pense que nous vivons au niveau mondial une sorte de pathologie du virage, avec tout d'un coup un virage qui nous échappe. Qu'est-ce que disent les médecins que je connais autour de moi? Ils me disent, à propos de la pandémie, on est perdu, on en apprend tous les jours, ça nous échappe complètement, on ne sait pas où on va. On aimerait maîtriser les choses, on ne les maîtrise pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un virage qui est devenu un peu fou et qui nous échappe totalement. Alors, je pense là-dessus qu'il est quand même extrêmement intéressant que tout soit parti de la Chine, qui concentre les 4 grandes maladies du monde occidental et qui sont les maladies du monde depuis longtemps. Le communisme, le capitalisme, la rencontre incroyable entre le communisme et le capitalisme, les nouvelles technologies, la pandémie et le confinement généralisé. S'aperçoit que la Chine, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Une incapacité de pouvoir vivre les virages d'une manière créatrice à partir de sa sagesse. La Chine est le pur produit de l'Occident, qui a reproduit toutes les maladies intellectuelles et spirituelles qui sont les nôtres, à savoir capitalisme, communisme, rencontre entre le capitalisme et le communisme, nouvelles technologies qui vont tout résoudre et qui montrent quoi? L'incapacité de se laisser informer, inspirer par des virages créateurs et le fait de vouloir imposer au monde des virages complètement artificiels. Donc, et là je viens et je terminerai par là, qu'est-ce qui est intéressant dans notre monde? C'est de savoir qu'il y a des attitudes complètement infantiles à l'égard de la pandémie, où d'un côté on ne veut pas entendre parler de la pandémie, on ne veut pas qu'elle existe, et on s'aperçoit que tous les problèmes dans lesquels nous sommes viennent du fait de noyer ce qui se passe, en particulier dans le pratico-pratique, et le fait de poser des règles pour tout et discuter à non plus finir sur les règles, dans lesquelles aucun débat de fond n'est abordé, ou bien ce qu'a fait la société en parallèle d'une manière extrêmement créatrice, c'est-à-dire pratiquer 3 choses qui sont pratiquées, la solidarité, l'humour et la méditation, et dans lesquelles, à un moment, on s'aperçoit que les gens, au lieu d'être obsédés par ce qui se passe, ils sont devenus la vie même en rendant compatibles entre eux 2 éléments incompatibles, à savoir la liberté et la privation de liberté. Voilà, excuse-moi, j'ai dit, tu vois, comme proposition de réflexion pour ce matin, voilà ce que je propose, si tu veux. Bien, merci Bertrand. Tes propos sont d'une clarté qui m'amène à me mettre en méditation. En fait, ce qui me vient là, si tu permets, c'est un événement de la vie quotidienne qui s'est déroulé hier, donc, et qui illustre ce que tu es en train de nous témoigner. Au fur et à mesure du temps,
sur les 20 heures. Donc, entre voisins, au départ, on applaudissait les soignants. Et hier, petit à petit, le rapprochement s'est fait. On s'est dit, on boit ensemble quelque chose. Et il s'est passé un élément intéressant, c'est qu'à ce moment-là, en haut de la rue, il y a un camion de police qui est arrivé. Hop, il est avancé. Ils ont vu qu'il y avait du mouvement, donc ils ont reculé, ils sont rentrés dans la rue. Et dans une réaction première, on est tous rentrés chez nous. Et puis, il y a un des voisins qui a été pris, il a échangé donc avec. Et les policiers ont eu cette réaction intéressante. Ils ont dit, mais pourquoi vous disparaissez comme ça quand on arrive? Et après l'échange, ils ont dit, bah oui, mais l'important c'est que vous gardiez vos bon enfants, vos distances de sécurité. Sous-entendu, bah ouais, nous aussi, on voit bien que quand même, la solidarité, c'est important. Et donc, je trouve que ça m'évoque cet événement-là et que c'est intéressant quand Et tu l'humour. parles des Et positions. l'humour. Et l'humour, oui. Quand tu parles de la première réaction infantile de la peur du gendarme ou du policier, d'une part, et ensuite, ben oui, en tant qu'humain, on a tous besoin de convivialité et que de rester à distance à un moment donné pose la question de nos besoins fondamentaux dans ce que nous sommes comme être en relation. Alors, je voudrais mentionner deux choses qui m'ont amené à réfléchir sur la crise actuelle, et c'est lié à deux tribunes que j'ai proposées. La première, c'est à Atlantico, la première, c'est une tribune qui posait la question, est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment de l'ordre d'une crise sanitaire? N'y a-t-il qu'une crise sanitaire? Et puis la deuxième question, et j'ai fait cette tribune hier soir, c'est où est passée notre intelligence? Je me suis rendu compte de deux choses, et la première va dans ton sens, que nous vivons exactement ce que Foucault avait vu dans les années 70. Foucault a dit, s'est beaucoup intéressé à la création des ordres mentaux, culturels, politiques et juridiques qui s'emparent de la société. Et il montre qu'à l'occasion d'une volonté de rationalité, de médecine, de secours, tout d'un coup, il y a un ordre autoritaire qui prend le pouvoir. Alors, le premier modèle de cela, c'est l'Église. L'Église veut s'occuper du salut de l'humanité, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un ordre autoritaire. Nous apercevons que c'est reproduit dans la Révolution française. On veut libérer l'homme avec la liberté, et qu'est-ce qu'on fait? Une dictature. Et puis, on s'aperçoit que la médecine veut soigner et elle crée un ordre médical. Et puis, la société veut s'occuper à un moment de la rationalité de la délinquance. Et puis, elle met en place un système de surveillance généralisée. Je me suis dit, c'est quand même très curieux. Je m'aperçois qu'à l'occasion de ce virus, on ne parle plus que de virus. Les gens ont peur, passent leur temps à se préserver. J'ai l'impression que se met en place un ordre sanitaire mondial qui fait que 5 milliards d'individus qui ne sont ni des délinquants ni malades ont été en quelque sorte emprisonnés. Et là, j'ai l'impression, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière, je crois qu'il y a l'opinion publique qui ne veut pas entendre parler de la maladie et de la mort, et des États et un système médical qui est à genoux devant l'opinion publique et qui montre qu'il fait quelque chose en mettant tout le monde en prison. Alors, actuellement, c'est l'énorme problème du déconfinement. Il va falloir revenir dans la réalité et il va falloir apprendre à vivre d'une manière plus risquée. Et puis, deuxièmement, je me disais, je suis quand même un peu étonné du fait qu'on ne parle plus de rien. Il est question que d'informations pratico-pratiques et d'alerte en permanence sur les réseaux sociaux. Et à cette occasion, on s'aperçoit que tout d'un coup, la médecine se prend pour une science et l'État s'identifie à la loi. C'est-à-dire, ce qui fait l'essence de la médecine et de la politique, c'est l'art, c'est la création, c'est l'imagination,
c'est l'intuition. Et pour faire plaisir au monde, on met en marche une logique technico-administrative. Donc, je pense, si tu veux, que ce qui se passe en dit long. Bien sûr, il y a le désir des pouvoirs publics de bien faire et d'éviter la maladie et la mort, mais là, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a ce que j'appellerais un inconscient punitif qui s'est mis en place et qui est en train de créer un gigantesque dispositif de surveillance mondiale tel qu'il n'en a jamais existé. Et donc, je pense que ça prête à réfléchir. Nous avons vu apparaître différents ordres dans le monde. Il y a eu l'ordre capitaliste, l'ordre communiste, et là maintenant, on est dans l'ordre sanitaire. Alors, il y a des parades par rapport à ça, mais je pense que c'est un vrai problème de pensée. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Bertrand. Alors, je termine juste. Tu vois, les policiers eux-mêmes sont dépassés parce qu'il s'est mis en place. Ils s'aperçoivent que tout d'un coup, on a peur d'eux. Et ils sont effrayés. Tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et si tu veux, la question qui vient à ce moment-là est justement, me semble-t-il, si je reprends le concept, pardonne-moi, de crise dans la vision d'Hippocrate, ça veut dire que ce que tu exprimes laisse entendre que les politiques comme l'opinion publique sont embarqués dans un même modèle sociétal et que ce modèle sociétal, comme tu le dis, qui s'est construit dans nos sociétés occidentales et qui vient de loin, en fait, je me demande si cette crise n'a pas un effet de révélation. Et que cet effet de révélation montre que la construction sociétale que tu as bien décrit, qui a amené ces idéologies du XXe siècle, et le mixage entre ces idéologies du XXe siècle, la vision hygiéniste, la vision communautaire, la vision individualiste, et la question que je me pose, c'est est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas en train de révéler en fait l'impasse de ces constructions, et comme elle révèle l'impasse de ces constructions, et que si je reprends la vision de la crise comme l'a défini Hippocrate, eh bien en fait on a là les tentatives de réponse pour maintenir cette construction sociétale qui est une impasse, et que là où je te rejoins, c'est que la question est, la crise sanitaire, est-ce que c'est une crise sanitaire ou une crise salutaire? Voilà. Alors, pour aller dans ton sens, il faut savoir que depuis le XVIIe siècle, toute la rationalité occidentale est fondée sur l'instinct de conservation et la peur de la mort. L'idée que l'on trouve, c'est-à-dire on est passé de la foi en Dieu à la peur de la mort, et pour Hobbes, la peur de la mort est ce qui incite les hommes à renoncer à la violence, à rentrer en société. Ça entraîne quoi comme effet? Ça entraîne que la santé remplace le salut, le bonheur sur la terre se met au service de la santé, la révolution se met au service du bonheur, la dictature se met au service de la révolution, la surveillance généralisée se met au niveau de la dictature, les nouvelles technologies se mettent au service de la surveillance, et on est dans notre inconscient totalement dominé par une seule chose, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire, nous pensons quoi? Que la peur de la mort, c'est ce qui va donner en nous le comportement le plus rationnel qui soit,
et créer un égoïsme altruiste. Donc nous sommes ici dans un déni ahurissant de l'existence qui fait que on a confondu l'amour de la vie avec la peur de la mort. Et j'expliquais la chose suivante, être bien portant, ça n'est pas ne pas être malade, c'est pouvoir être tout, même malade. Et être vivant, c'est pas évacuer la mort, c'est pouvoir tout vivre, même la mort. C'est-à-dire la capacité de l'individu, c'est d'être capable de vivre la souffrance et la joie, le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la maladie et la santé. Or, on est dans une fiction qui veut le bonheur permanent, la santé à tout prix, et on pose la question, que fait le gouvernement par rapport à la mort? Et on répond ici à une demande infantile d'une société infantile avec un État de plus en plus autoritaire qui, effectivement, répond à cette demande infantile. Et ça, c'est le coup de force ahurissant qu'il y a au niveau politique et moral à la fin de la Renaissance et au début du XVIIe siècle. Voilà. Et là, tu as tout à fait raison, on est là-dedans. Et je vais rebondir. On ne peut pas entendre parler du savoir spirituel fondamental dans lequel, qui inspire l'être humain. On refoule son potentiel créateur. Et si tu me permets, lorsque je t'entends dire ça, ça m'évoque la chose suivante, c'est que justement, tu centres sur tout ce qui est la question de la mort. Or, la question de la mort pose la question de la mort comme transformation de l'état physique, le corps physique mort, et de la question de la représentation de la mort. Or, ce qui vient dans la question de la mort, me semble-t-il, c'est la dimension nihiliste de la représentation de la mort, qui fait que la mort égale vide et néant, c'est-à-dire incapacité à rendre vivant la mort, incapacité à faire acte de création, c'est-à-dire en d'autres termes, la mort vivante amène évidemment à la dimension du sens de la vie et la dimension spirituelle de la vie. Quand il est question de la mort, je m'aperçois, parce que je me suis intéressé à la résurrection, à la mort, et je me suis dit, au fond, c'est quoi l'expérience de la mort? L'expérience de la mort, c'est l'expérience du retour et de l'entrée dans trois possibilités. La première, si on est matérialiste et athée, c'est le retour au cosmos. Mes cellules, je ne suis qu'un amas de cellules et mes cellules vont se disperser dans l'univers. Deuxièmement, si je fais partie du positivisme d'Auguste Comte, je pense, et des Grecs également, et des Romains, je pense que quand je meurs, je rentre dans la mémoire de l'humanité et dans le grand être de l'histoire et de l'humanité. Et puis, si à un moment, je suis mystique, chrétien ou autre, je pense qu'il y a dans la mort quelque chose qui est inouï, qui n'est ni de l'ordre cosmique, ni de l'ordre humain, qui est l'incroyable, l'invraisemblable surprise de la réalité. Et je m'aperçois, de cela, personne ne veut entendre parler. Voilà. C'est-à-dire de quelque chose qui serait le fondamentalement vivant, c'est au fond un interdit, parce que cet interdit tout infantilisme. La peur de la mort nous maintient dans un infantilisme au niveau politique, moral, religieux et paralyse notre potentiel créateur. Et je rebondirai sur ce que tu dis. De mon point de vue, l'infantilisme est amplifié par le fait que la peur de la mort vient obturer quelque chose de fondamental, qui est la capacité à anticiper. Mais plus la capacité à anticiper au niveau de l'individu, mais la capacité à anticiper en termes de transmission au niveau de, après moi, comment la vie va se transmettre et qu'est-ce qui va se transmettre. Et on sait bien qu'une
qu'une des singularités de l'être humain, c'est la capacité à se dépasser pour des valeurs qui sont au-delà de lui-même. Et donc, ça pose aussi, me semble-t-il, parce dès qu'on parle de la mort en partant de soi, ça obture qu'après moi, quelle va être la transmission? Qu'est-ce qu'à travers moi la vie transmet? Et que cette question, me semble-t-il, on le voit bien dans les réponses actuellement, qui sont des réponses de l'ici et maintenant et qui créent une crise, au moins économique et sociale. Qu'est-ce qui va être transmis après? Deux effets de la non-réponse sur nos enfants et nos petits-enfants, point d'interrogation. Et ça n'est pas la question actuelle. Et je pense qu'à travers la mort se pose la question de la transmission, et que si la mort est une fin en soi, ça veut dire que ça, de mon point de vue, ça amène à poser la question, mais comment penser la transmission? C'est-à-dire, comment penser que la vie, qu'est-ce que la vie à travers moi? Comment elle va perdurer? Comment elle va se transmettre? Et quelle forme elle va prendre? La transmission, c'est l'essence de la réalité, dans la mesure où la réalité est une réalité en expansion qui, par définition, parce qu'elle est vivante, elle va au-delà d'elle-même. Qu'est-ce qui se transmet? Il n'y a qu'une seule chose qui se transmet, c'est l'amour de la vie, la confiance dans la vie, le génie de la vie, et par là même l'insouciance à l'égard de la vie. Qu'est-ce que c'est que mourir? Mourir, c'est devenir insouciant par rapport à ce qui nous cause le plus de soucis, c'est notre propre disparition et la blessure narcissique liée à notre disparition, c'est-à-dire nous pensons que nous sommes l'être le plus important au monde et que si nous disparaissons, eh bien, le monde mérite de disparaître. Je cite ici Johnny Hallyday qui avait eu cette phrase à Fabrice Lucchini, il avait dit « Un type comme moi, ça ne devrait jamais mourir ». Donc je pense qu'on a là quelque chose qui est merveilleux au niveau de l'aveu, c'est-à-dire et qui crée toute l'angoisse. La vérité, c'est que l'existence est créatrice. Quand nous sommes dans le savoir fondamental, nous sommes inspirés, informés en permanence de ce qui se passe et nous n'avons pas à nous en faire à l'égard de la mort parce que lorsque le temps de la mort arrive, les choses se passent très bien. Parce que tout le monde est dans une information qui est une information fondamentale et trouve des ressources incroyables pour pouvoir faire face à ça. Je l'ai expérimenté en accompagnant ma mère et puis j'ai eu l'occasion d'en discuter beaucoup avec Marie de Henzel, avec qui nous avons écrit un livre qui s'appelle « Une vie pour se mettre au monde ». Et bien évidemment, tout le travail était de dire, si vous rentrez dans l'expérience de la mort, vous arrivez à un moment d'intimité et de paix qui est incroyable et qui fait que les gens, au lieu de partir dans une angoisse, une révolte ou un désespoir, partent apaisés, voire apaisent leur entourage. Donc ça, c'est l'inouï de la vie. Mais le gros problème, c'est que nous sommes dans une vision terriblement infantile de la vie et de la mort, et terriblement infantile de tout, qui fait dire au pouvoir public, vous voyez, la population est tellement infantile qu'il faut absolument mettre des règles pour tout, la surveiller pour tout, l'organiser pour tout, parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Et puis, si on ne le fait pas, ils gueulent et ça ne va pas. Donc, c'est-à-dire, tu vois, au lieu d'avoir des écoles de sagesse qui nous dirigent, on a affaire au technico-administratif, lequel est volontiers policier. Bien sûr, oui. En même temps, lorsque tu dis qu'on a affaire à des écoles technico-administratives qui sont volontiers policières, à partir du moment où l'école technico-administrative fonctionne sur la norme, sur la probabilité, sur le chiffre, elle ne peut avoir que des réponses de type policier. Et je ne vois pas, puisqu'à ce moment-là, il y a une confusion entre l'outil et l'utilisation de l'outil. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un problème pathologique, c'est que les gens ne savent plus qui ils sont. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont un potentiel créateur qui ne vit pas
et d'autre part, ils obéissent à un système qui n'est pas eux. Et donc, ils sont profondément malheureux parce qu'ils font ce qu'ils ne veulent pas faire et ce qu'ils voudraient faire, ils ne le font pas. Et donc, on est dans la névrose ontologique de l'être humain qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est. Et je crois que là, c'est ce qui est tout à fait intéressant, c'est que nous voyons à l'occasion de cette pandémie apparaître et se révéler ce que j'appellerais l'inconscient punitif de notre monde. Mais cet inconscient, il ne résulte pas de la pandémie, c'est la pandémie qui résulte de cet inconscient punitif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous sommes dans un dispositif complexe dans lequel, d'un côté, l'humanité se flanque une maladie et de l'autre côté, elle se flanque une maladie pour échapper à la maladie. Parce qu'actuellement, ce qui est très intéressant, c'est d'apercevoir qu'il y a une réélaboration des forces de l'humanité. Il y a des choses négatives, mais attention, je fais confiance aux personnes, je fais confiance aux gens, je fais confiance à ce qu'on appelle le peuple, et je trouve qu'il y a de l'amour, de la solidarité, de l'humour, de l'intelligence, un don de soi-même prodigieux. Il y a des choses magnifiques qui se font. Et il est très important de le dire, et l'humanité est aussi en train de récupérer toute une partie de son potentiel créateur. Ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, car nous avons construit, cette société que nous avons construite, qui nous a construit, nous projette en tant qu'humains à l'extérieur de nous-mêmes, sursature cette projection à l'extérieur à travers les stimulations, donc met en scène la représentation sociale comme la norme, et le paradoxe de cette situation qui amène au confinement, qui sur le plan du vivant, au niveau sociétal, équivaut à une mise à l'état comateux, chez chacun. Enfin, je veux dire, on redécouvre que ce confinement, à travers ce confinement, eh bien, un nombre de gens redécouvrent ce que tu dis, c'est-à-dire le fondamental de l'humain, et de l'humain dans ce qu'il a d'amour, de créativité et d'humour. Alors, il y a une chose qui m'intéresse toujours à propos de la société, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une société. Et une société, ce n'est pas des individus, une société, c'est des images et des mots. Oui. C'est-à-dire, c'est ce que l'on a le droit de dire et ce dans quoi on a le droit de se représenter. Et donc, on fait société autour d'images et de mots. Oui. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des mots permis et des mots pas permis, et il y a des images permises et des images pas permises. Et donc, on crée un espace mental. Et cet espace mental crée une confusion au niveau des identités, dans la mesure où les gens vivent pour une image, vivent pour des discours et ne vivent plus en tant que vivants. Et ce qui est important, c'est à un moment de récupérer ce que l'on est. Tu dois le savoir en tant que psychiatre, tu as des gens qui arrivent et qui commencent à parler, et tu leur dis à un moment, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Qui vous a dit ça? Et pourquoi vous le croyez? Et tu t'aperçois que les gens, en fait, sont prisonniers parce qu'ils se sont enfermés dans un système d'images et de mots auxquels ils sont assujettis pour des raisons complètement mentales. Alors là, c'est là où la philosophie est intéressante, parce que le problème est plus qu'intéressant, passionnant, puisque le but de la philosophie, c'est de se libérer des images mentales qui ont pris possession de nous-mêmes et d'inventer la véritable société, c'est-à-dire la société des êtres vivants, des êtres qui ont une sensibilité et où ce qui parle, c'est ce qui parle des profondeurs, ça s'appelle le parlant, et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par le rayonnement. Tu vois? Le rayonnement, oui. Voilà, le rayonnement. Le rayonnement, oui. Et je vais te rejoindre lorsque tu donnes cette définition de la société comme une construction d'images et de mots, et je dirais que là où elle
là où la question se pose aujourd'hui, c'est que toute société va se construire avec des images et des mots. La question est, comme tu le dis, quel est le lien entre les images et les mots qui construisent la société et la sensibilité de chaque être qui la compose et de la communauté. Et effectivement, ce qui me semble très problématique dans la société qu'on a construite, c'est que ces images et ces mots qui sont dans une construction mentale, en retour, on leur donne une valeur de vérité. C'est-à-dire que ça n'est plus un choix, c'est devenu une vérité, et comme vérité, c'est devenu une norme. Et comme tu le dis fort justement, cette vérité, cette norme définit ce qu'il est permis de penser et pas permis de penser, en laissant entendre que ce qui est permis de penser et pas permis de penser n'est plus en lien avec la norme, mais que tu dois t'approprier comme permis de penser, c'est normal. Et c'est comme ça que c'est de la bonne santé, et pas permis de santé, c'est pas normal. Et à ce moment-là, c'est de la déviance. Voilà. Et là, on est dans le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est d'apercevoir qu'il y a eu une captation de pensée mentale par des grands systèmes idéologiques qui ont paralysé les gens. Alors, j'en vois trois. Le premier, c'est la dimension purement économique de l'existence, remplaçant la morale. Qu'est-ce qui s'est passé comme mutation? On a dit, écoutez, les gens sont trop bêtes pour être des êtres moraux, alors on va remplacer l'économique par la morale, et quand l'économie va, tout va. Donc, quelque part, tout le monde est obsédé par la question de l'économie, et on est obsédé par le chômage et par tout le problème. Ensuite, deuxièmement, il y a eu l'obsession du social. L'important, c'est de dire il faut que ce soit social, il faut qu'on soit égalitaire, il faut qu'on soit donc… Et là, on a commencé à dire le bien, c'est le social. Et puis maintenant, on voit apparaître autre chose. On voit apparaître via l'ordre sanitaire, on voit apparaître les nouvelles technologies, la technoscience, la technomédecine qui va faire de nous des hommes immortels. Et on dit c'est bien. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On ne peut pas critiquer le côté matériel, le côté égalitaire et le côté les nouvelles technologies vont nous libérer de la mort. Et résultat, l'homme vivant, capable d'intuition, capable de grandeur morale, capable à un moment d'extrême humanité, capable également de tout vivre, on ne l'entend que de manière marginale et par effraction à travers des génies, des gens courageux et des créateurs, et heureusement qu'ils existent. Hein. Mais on vit une coupure, une schise. C'est-à-dire en permanence, qu'on me dit comme problème, c'est pourquoi est-ce que les créateurs ne dirigent pas le monde? Le gros problème de notre monde, c'est qu'on est dirigé, il faut le dire, et je n'accuse aucune personne politique, mais on n'en parle jamais, c'est ce qu'on appelle des voyous. Il y a des voyous, il y a un système voyou qui est mondialisé et qui, à un moment, dirige mentalement et auquel on s'est identifié. Et le créateur est martyrisé par ce système voyou. Tu comprends? Oui. Voilà. Et dans lesquels, à un moment, il faut… et donc, c'est ça le gros problème. Et ça, c'est la grande souffrance. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas de ramener sur la question de la question de la mort, d'y ramener également la question du rapport à la violence. Et en fait, je me demande si non seulement notre société n'a pas… Il y a la négation de la mort, mais il y a la négation de la dimension de la violence de l'humain, et peut-être que les deux sont en interaction. Et quand tu dis des voyous, ce que ça m'évoque, c'est que cette peur de la mort et de la violence amène… est-ce que ça ne serait pas la base de la tentative de normaliser dans la perfection pour, dans une vision hygiéniste, être dans l'illusion que l'homme peut éradiquer la dimension humaine en lui qui tourne autour de la mort, de la violence. Bien évidemment.
quelle est la plus haute... Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? L'expérience de la mort, c'est l'expérience du passage. Quand j'ai accompagné ma mère, j'ai vu des gens mourir dans l'étage où elle est, je n'ai entendu personne dire « Madame une telle est allée dans le néant cette nuit ». J'ai entendu tout le monde dire « On fait son passage ». Bon, le passage, c'est la plus grande sagesse qui soit. Nous sommes des passants dans ce monde. Attention, et pour ceux qui y croient, attention, le meilleur est à venir. Il y a, vous n'imaginez pas la profondeur de la vie. Ça, on ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus agréable de vivre dans un monde en disant, vous savez, monsieur Bardot, la mort est quelque chose de terrible. N'est-ce pas, monsieur Bardot, que vous voulez pas mourir? Eh bien, je vais tout faire pour vous empêcher de mourir. Et on arrive à un moment à une espèce de confusion. Pascal Bruckner disait, on confond quelque part l'allongement, on confond l'allongement de la vie avec l'allongement de la vieillesse. Et résultat, et puis d'abord la vie, ça ne s'allonge pas. Et puis ensuite, Épicure disait, la plus belle des vies n'est pas la plus longue des vies, mais la plus sage des vies. Alors, ce n'est pas du tout ce qui nous gouverne. Nous sommes, depuis la mise en place, disons, du bonheur sur la terre à la Révolution française, dans un ordre qui est politico-hygiéniste, au nom de notre bien. Est-ce qu'elle ne prend pas appui d'ailleurs sur cette idée comment dirais-je moi, que de consommer et que la consommation étant diffusée chez tout un chacun, cela amènerait au bonheur de l'humanité, c'est-à-dire que ce serait une manière d'éradiquer la violence. Alors, moi, je crois aussi, ce qui est important, parce que j'en discutais dernièrement avec des responsables politiques, les gens demandent depuis tout le temps comment rendre l'homme meilleur, comment éveiller l'intelligence en lui. Mais je dis, vous savez, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est de faire des écoles de philosophie au sens noble, dans lesquelles on apprend à penser, à méditer, à vivre de l'intérieur, et dans lesquelles on apprend à se concentrer. C'est comme ça qu'en Inde, on vit, c'est comme ça qu'on a vécu dans l'Antiquité, on a vécu au Moyen-Âge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit, on ne veut pas s'occuper de la vie morale, la vie philosophique, la vie méditative des gens, on va laisser ça à leur discrétion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, les gens sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont aucun élément de sagesse, de morale, de vie profonde pour aller vers leur être, et on a affaire à une angoisse collective terrible. Oui. Pourquoi? Parce qu'on vit dans des traumatismes liés à la laïcité. La laïcité dit, oh, vous savez, monsieur Vergely, bon, la philosophie, c'est très bien en terminale. Après, chacun fait la philosophie qu'il veut. Eh ben non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ont peur en disant, écoutez, si on bâtit le monde autour des écoles de philosophie, vous allez m'obliger à penser quelque chose. Mais non, je ne vais pas vous obliger à vous penser quelque chose, je vais vous donner les moyens de penser. Donc, il y a un truc énorme, gigantesque à faire au niveau de l'expérience profonde des êtres humains. Et je remarque une chose, mon cher Éric, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Une école de philosophie, toi et moi, avec tous ceux qui nous écoutent, et dans lesquels on reprend les grands gestes thérapeutiques. Tout à fait. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, car sur 2-3 points. La première, quand tu parles de profondeur de la vie. Mais cette profondeur de la vie, je l'ai expérimentée à un moment où j'ai fait une embolie pulmonaire et j'ai eu l'impression de passer de l'autre côté. Et à ce moment-là, j'ai fait une expérience d'apaisement où à un moment donné, s'est posé à moi la question, mais qu'est-ce qui est le mieux? C'est de rester là ou c'est de partir Et ça a été une expérience très déstabilisante et profonde pour moi. Et
Et quand je pose la question de la liberté, mais la profondeur de la vie, ce que j'ai connecté à ce moment-là, c'est que la liberté, elle est là dans cette profondeur de la vie. Elle n'est pas dans l'encartage. Et effectivement, quand tu passes de la question de la liberté telle qu'elle est décrite dans la laïcité, mais la question de la liberté dans la laïcité, ça devient un concept extérieur. La liberté, elle ne peut que s'exprimer, on ne peut qu'habiter la liberté. Elle ne peut pas se dire de l'extérieur, car si elle se dit à l'extérieur, on devient aliéné au concept de liberté, et aliéné au concept de liberté est une absence de liberté, de mon point de vue. Et quand tu parles d'école de philosophie, ce qui me semble fondamental et qui est en lien avec ça, c'est que quand je t'écoutais, qu'est-ce qu'on a mis de côté dans notre société? Un triangle qui va ensemble et qui est fondamental pour moi. C'est observation, introspection, intuition. Or, l'humain fonctionne aussi avec l'introspection, l'observation et l'intuition. Et que si cette capacité est exclue, comment dirais-je, comment pouvons-nous faire l'expérience de notre vie intérieure et comment pouvons-nous habiter ce monde qui nous accueille? Et enfin, dernière chose, je te laisserai rebondir, c'est aussi, ça nécessite cette liberté pour qu'elle prenne cette dimension de profondeur de la vie, qu'elle accepte le même et son contraire, c'est-à-dire en d'autres termes, que la vie peut s'exprimer dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qu'il y a de pire. Alors, c'est ça le mystère de la vie. oui. Et qu'on ne pourra jamais mettre ce mystère en boîte, de mon point de vue. Oui, alors, tu dis quelque chose qui me paraît fondamental et qui me ramène à ce dont je réfléchissais ce matin à 5 heures du matin, parce qu'il m'arrive de me faire comme ça, il y avait des moments d'éveil. Et ce dont tu parles, c'est les puissances de l'intime. Oui. Et c'est très curieux, et tu as dit des choses que disent Maître Eckhart et Berdiaïev. Maître Eckhart dit cette chose: l'âme est quelque chose de si profond que Dieu ne peut pas y rentrer. Et Berdiaïev dit exactement la même chose: la liberté humaine est quelque chose de tellement profond que Dieu ne peut pas rentrer dans cette liberté. Et je me suis dit, au fond, pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas rentrer dans l'âme? Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas rentrer dans la liberté? Réponse: on ne rentre pas dans l'âme de l'extérieur. On ne rentre pas dans la liberté de l'extérieur. On rentre dans l'âme avec âme. On rentre dans la liberté avec la liberté. Et je ne rentre pas dans ta liberté parce que je me fous de rentrer dans ta liberté. Je suis libre, tu es libre, et nous communiquons de liberté à liberté. J'ai une âme, tu as une âme, et nous communiquons d'âme à âme. Alors, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de comprendre que la liberté, ce n'est pas simplement un droit. La liberté, c'est une âme. Et le gros problème dans lequel on est, c'est qu'on pense le politique, la vie en termes de droit et non pas en termes d'âme. Et résultat, les gens ne s'occupent pas de leur âme et leur âme souffre et ça se traduit par des effets somatiques. Et donc, l'énorme problème dans lequel nous sommes, c'est l'âme. En disant cela, je me réfère à Robert Antelme qui écrit L'espèce humaine et qui dit exactement la même chose que Bruno Bettelheim. Ils s'en sont tirés dans les camps de concentration parce qu'ils étaient dans leur âme, dans leur cœur conscient, et ils disaient les nazis voulaient détruire cela. Alors il y a l'expérience totalitaire qui ne veut pas entendre parler de l'âme. Tu relis 1984, quelque chose qui vient de la sensibilité profonde et de l'âme, c'est interdit. Après, tu vois les dispositifs totalitaires, c'est interdit. Mais finalement, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que par différentes manières, à travers des registres qui ne sont pas nazis, qui ne sont pas totalitaires,
mais qui sont insidieux, on s'aperçoit qu'on est coupé de son âme Oui. et que ça a des répercussions gigantesques. Je suis allé un jour dans un lycée agricole à Vendôme et j'ai enseigné aux élèves qui étaient là la philosophie et je disais, Socrate a voulu accoucher l'âme des hommes. Et je leur expliquais ce qu'est une âme. À la fin de ma conférence, la bibliothécaire m'a regardé effrayé et m'a dit, Monsieur Vergely, vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'on entend le mot âme dans cet établissement. J'aurais dit aux élèves, vous êtes des animaux, on m'aurait dit excellent. J'aurais dit, vous n'êtes que des sexes, on m'aurait dit remarquable. J'ai dit, vous avez une âme, et j'ai eu l'impression d'avoir eu un propos obscène. Voilà. Et là, c'est un problème d'ignorance et d'infantilisme. L'âme existe. Heureusement, il y a des tas de gens pleins d'âme dans notre monde, sinon on ne vivrait pas. Mais attention, ce n'est pas le discours officiel. Alors justement, ça revient aussi sur la question, lorsque tu dis l'âme existe, pour moi, elle existe d'autant qu'elle, dans ma pratique et dans ma vision, elle est fondamentalement relationnelle, et que c'est sa dimension fondamentale relationnelle et qui est en train de se révéler dans cette situation. Et je me dis que ça pose la question suivante quand tu parlais d'infantilisme. C'est que si tu pars de l'idée que l'âme existe, à ce moment-là, ça veut dire que ça ramène la personne à la dimension non seulement de passant, mais aussi de passeur dans sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire de cette vie, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce que les gens vont faire de leur vie. Et donc ça amène à ce que la manière, je veux dire, ou la forme que va prendre notre vie, on est dans une position de responsabilité par rapport. Mais Éric, beaucoup plus que ça. Tu as tout à fait raison. Et je rajouterai deux choses. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est notre sensibilité infinie. Hein? Nous avons notre corps, nous avons notre âme et nous avons notre esprit. L'âme, c'est la capacité infiniment personnelle d'être nous-mêmes. Le corps est notre capacité infiniment sensible d'être nous-mêmes et notre esprit est notre capacité infiniment divine d'être humain. Donc l'esprit est divin, oui. L'âme est personnelle et le corps est matériel, incarné. Et deuxièmement, quand les hommes découvrent leur âme, ils arrêtent de faire et ils commencent à être. Et tout d'un coup, ils sont emmenés par leur être et crois-moi, les jours et les nuits ne sont pas assez longues pour savoir quoi faire de ce trésor. C'est incroyable. Je crois que les êtres humains ne se rendent pas compte de leur potentiel, ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a dans leur âme. C'est ahurissant. Et on est là à pleurer, à se lamenter, alors qu'on crève d'une richesse intérieure non exploitée. Tu comprends? Et c'est ça qui est un phénomène d'angoisse terrible. Oui. Et est-ce que tu partageras avec moi l'idée que l'âme, alors je ne sais pas comment le dire si je parle en tant que processus ou je ne sais pas, mais je dirais, ou comme interface, une interface entre l'universel et le singulier. Oui, dans la mesure où, si tu veux, c'est personnel. L'universel et le singulier sont des catégories conceptuelles qui, chez-Kant, dans la table des catégories, font partie de la quantité. Oui. Et l'important, bon, il y a l'universel, le particulier et le singulier qui est la relation entre l'universel et le particulier, et le singulier est une sorte de synthèse dialectique entre les opposés que sont le particulier et le général. Mais ça ne me dit rien de l'expérience de la singularité. Conceptuellement, c'est juste, mais
ce qui m'intéresse dans l'âme, c'est que la rencontre d'une âme, c'est incroyable. Que nous racontent les romans et les films? Ça nous raconte l'accouchement de Socrate, la naissance d'une âme. Les êtres découvrent tout d'un coup, dans leur sensibilité personnelle, un trésor dont ils avaient honte. Ils se mettent à vivre, ils sont ressuscités, ils sont créateurs. C'est incroyable. Moi, je crois que là, on passe du versant de la maladie, non pas vers la modernité, vers la normalité, mais vers la vie. Et la vie qui n'est pas normalisable. Eric, je suis désolé, je vais te laisser rebondir tout de suite, juste pour vous informer qu'il reste à peine 10 petites minutes pour qu'on puisse laisser un petit peu de temps aux questions, parce qu'elles sont nombreuses quand même. Voilà. Alors, je vais rebondir sur cette question centrale de la sensibilité, cher Bertrand, qui me touche, puisque tout ce que j'ai développé comme pratique dans ma pratique psychothérapique repose sur cette idée qui est liée à mon histoire, que dans mon histoire familiale, qui était une construction tournée vers la représentation sociale, ma sensibilité faisait comment dirais-je moi, expression d'étrangeté, voire de dysfonctionnement par rapport à la norme. Et j'ai toujours été convaincu, c'est ce qui m'a amené à devenir psychiatre, et j'ai toujours été convaincu qu'il y avait, comment dirais-je moi, que pour être dans le soin humain, ça nécessite que le thérapeute ou le soignant soit connecté à cette sensibilité, car je crois que cette sensibilité contient aussi une dimension extrêmement curative, une dimension thérapeutique puissante, et que peut-être que même c'est dans cette source-là qu'il y a cette dimension thérapeutique du lien humain, et qu'elle est ô combien puissante. Et ce qui est terrible, me semble-t-il, dans cette situation telle de crise contemporaine telle qu'elle est, qu'on la vit là, c'est d'avoir mis de côté toute la puissance curative du lien humain. Et je voudrais revenir par rapport à la situation qui est la nôtre et le mettre en relation. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question de l'immunité et la question de la protection. Oui. Et nous apercevons que le problème auquel nous avons affaire, c'est que nous ne sommes pas immunisés. Alors, nous pensons que nous nous immunisons par la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, le lavage des mains, et nous pensons les choses d'une manière aveugle sans avoir pensé la protection interne des êtres humains. Quand on dit à quelqu'un « protège-toi », tu te protèges mal, apprends à te protéger, apprends à un moment à vivre ton immunité, c'est-à-dire ta peau, c'est le lieu de passage entre l'intérieur et l'extérieur qui est capable de permettre des échanges, que je dirais même une noce entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'âme, c'est le lieu de la libération. Et donc, je crois qu'il faut apprendre à vivre en fonction de l'âme parce que c'est de là que vient tout notre trésor. Et c'est pour ça que toutes les spiritualités du monde travaillent sur l'âme, sur la libération de l'âme, et qu'il est dit sauver nos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire sauver? Ça veut dire que l'âme est un trésor et qu'il faut absolument libérer cette sensibilité fondamentale qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre tout ce qui est venu avant nous et qui est l'évolution cosmique et tout ce sur quoi vers nous allons et qui est notre évolution céleste à travers une histoire humaine qui est absolument passionnante quand elle est inspirée, informée par cette sensibilité infinie. Et qui va prendre forme de création, d'humour, de surprise, d'émerveillement. Et de radicale nouveauté. Et de radicale nouveauté. Radicale nouveauté. Et je pense que nous avons un potentiel. Pour moi, le plus important, c'est retrouver cette énergie incroyable que j'appelle la joie devant un monde qui a peur de mourir, peur d'être malade, qui pense qu'à un moment la vie est foutue, que Dieu n'existe pas, qu'on est complètement abandonné, mais de dire exactement l'inverse. Vous n'imaginez pas la richesse qu'il y a à l'intérieur de vous et de ce qui va venir et de ce qu'on est aussi capable de générer collectivement quand on se réunit et se rassemble, comme nous le faisons aujourd'hui autour de la parole.
Et c'est comme si, c'est comme si notre société avait, et pour moi c'est la peur fondamentale à mon avis, s'était construit sur une peur, et une peur qui est encore peut-être supérieure à toutes les autres, qui est l'idée que de communier à une radicale nouveauté pour être source d'aliénation, là où en fait elle est source de libération. Voilà. Et là, tu dis le problème fondamental, le problème de la société, c'est, on l'a dit, le problème des images et des mots. Qu'est-ce qui a le droit de se dire ou de ne pas se dire? Et à un certain moment, on entendait des gens ricaner à propos de l'âme Oui, et à propos de la question fondamentale de la sensibilité. Alors, sous prétexte que ça a été détourné, mal exprimé, on n'en parle plus oui. au lieu de le vivre. Donc, nous allons, pour moi, vers un nouveau monde qui va être un monde de connaissances sur la sensibilité profonde, sur la pratique de cette sensibilité. Et là, tu vas voir, il va se créer une socialité extrêmement créatrice. Tu comprends? Parce que tous ces éléments sont en train d'apparaître. Tout Tous à ces fait. éléments sont en train d'émerger. Et on est maintenant vers des connaissances qui sont reliées, habitées. Et que la science authentique, de mon point de vue, Absolument. doit prendre sa source dans la sensibilité. Oui, tout à fait. Très bien. Moi, je réfléchissais sur Bachelard. Bachelard a réfléchi sur la science, il a réfléchi sur la poésie et il n'a jamais pensé qu'il pouvait exister une science poétique et une poétique scientifique. Qui est-ce qui a eu cette intuition? C'est les grands romantiques allemands comme Novalis dans l'encyclopédie, et Oui, ça a été une idée absolument géniale. Ils avaient le sens d'une connaissance créatrice fondamentale, incroyable. Et malheureusement, on n'a pas assez exploité cette dimension. L'autre jour, j'écoutais un physicien qui disait les choses les plus importantes du monde et les plus matérielles et les plus réelles, c'est les émotions et ce qui vient de l'intention. oui, C'est le fondement même de la vie. Et j'ai oui. trouvé génial que quelqu'un le dise en physique et il a raison. Qu'est-ce que c'est que l'émotion? C'est l'expansion. Et l'expansion, c'est la même chose que le Big Bang. Donc, quand on va dans les émotions et les intentions fondamentales, on va dans le Big Bang de la vie. Enfin, est-ce qu'on Je peut... propose Mais, que nous oui, passions aux questions parce mais que très oui, bien. hein, et ça va être l'occasion de poursuivre aussi les échanges, mais à travers les questions voilà, qui ont été posées. Alors, il y a beaucoup de réactions aussi. On va essayer de réunir des questions un peu par thématique. Déjà, enfin, peut-être commencer déjà par remercier Bertrand et Eric pour à la fois la profondeur de leurs échanges et, et leur sincérité, leur authenticité. Il y a des questions plus générales, des questions plus spécifiques. J'en prends une, voilà, une première qui est venue parce qu'elle a été posée à plusieurs reprises. Serait-il possible de revenir quelques instants de nouveau sur la notion de salut? Parce que ça a été abordé déjà à d'autres occasions sur d'autres webinaires. Et certaines personnes aimeraient qu'on puisse revenir dessus, la distinction entre salut et santé. Peut-être redire quelques mots dessus et puis voilà, je reviendrai vers vous pour d'autres questions. Eric, tu permets que je réponde à cette question rapidement parce que ça, c'est un truc sur lequel je viens de Vas-y, réfléchir. vas-y, vas-y. Bon, alors là, je vais faire un petit résumé pédagogique. Je crois qu'il y a trois sens du mot salut. Le premier salut, c'est le sauvetage. Tu es en mer, tu es paumé dans ton yacht et on vient te sauver. On ne t'a pas sauvé, on a pratiqué un sauvetage et ceux qui t'ont sauvé sont des sauveteurs. Donc attention, le sauvetage n'est pas le salut et le sauveur n'est pas le sauveteur. Nous avons tendance à penser le salut uniquement sur le mode du sauvetage avec des sauveteurs. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est quelqu'un, tu passes devant une maison qui est en flammes
et tout d'un coup, n'écoutant que ta générosité, tu rentres dans la maison, tu sors des enfants qui allaient être grillés. Là, tu n'es pas un sauveteur, tu es un sauveur parce que tu as affronté le danger à l'absolu. Tu n'as pas simplement préservé une vie humaine, tu as mentalement vaincu la peur et tu as sauvé l'humanité de la peur et pas simplement de la mort. Et puis le troisième point, qui est l'essence absolue du salut, c'est il n'y a pas que la vie que l'on sauve face au danger, il y a le trésor que l'on sauve face à l'oubli. Et sauver, c'est sauver le trésor de l'humanité. Et donc le sauveur, c'est celui qui vient à un moment t'apporter le trésor. Si tu as le trésor de l'humanité dans ton cœur, tu peux aller partout et tu peux mourir. De toute façon, la mort n'est pas un problème à ce niveau-là. Voilà, pour moi, c'est ça que signifie. Mais pardonne-moi, je tenais par gourmandise à faire part de ma petite découverte à propos du salut. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça répond, bon, on n'a pas le temps de développer, mais ça répond aux trois niveaux logiques. Et effectivement, le troisième est la dimension spirituelle. Hein. Je dirais d'ailleurs que le sauveur dans la troisième dimension, plutôt que de donner le trésor, il révèle le trésor qui est en soi. Oui, oui. Et il y a des gens qui t'ont sauvé spirituellement voilà. Parce qu'ils t'ont parlé du trésor qui était en toi. Et là, tu dis, Bertrand, est-ce que tu peux recadrer légèrement ta caméra, s'il te plaît? Oui, pardon. Vas-y. Et là, il t'apporte ce qu'il y a de plus précieux au monde, tu comprends? En disant, et là, on est sur le soin de l'âme. Voilà. Et là, on est donc, là, tu es médecin de l'humanité, tu es sauveur de l'humanité, tu as parlé à son âme, à son être profond. Donc, ça peut être un professeur, ça peut être un sage, ça peut être un mystique, ça peut être des conversations qui changent le cours des choses. Tu comprends? Alors justement, je me permets de rebondir tout de suite là, sur votre dernière intervention concernant l'âme. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir vous revenir sur ce mot et peut-être de le redéfinir, ou en tout cas au moins d'en donner votre définition? Alors, je me permets, puis ensuite, je te passe tout de suite la parole. Je crois que quand on parle de l'âme, il faut comprendre que l'homme est corps, âme, esprit, c'est-à-dire il est une réalité sensible, charnelle, il est une réalité personnelle et il est une réalité transcendante. Moi, je place l'âme dans l'ordre du principe vivant en l'homme, qui n'est pas simplement le principe minéral, végétatif ou animal, mais qui est le principe humain et personnel. Et ce qui est important, c'est le caractère unique, personnel de chacun. Pour moi, c'est ça, l'âme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. J'ai beaucoup réfléchi à la question et dans les gens qui font les formations avec moi, je parle de corps en relation, c'est-à-dire de pas notre corps matériel, mais notre corps en relation. Je redirai la phrase que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry, que j'avais lue quand qui dit « L'homme est un nœud de relation ». Je pense que ce nœud de relation, c'est une belle expression de l'âme. C'est-à-dire, en d'autres termes, que c'est pour ça que l'âme ne peut pas être matérialisée. C'est l'expression de ce nœud de relation et la forme qu'elle prend tout au long de la vie et qui va se transmettre. Et je pense que cette dimension immatérielle de l'âme, c'est ce qui fait aussi que le lien passe à travers la vie, et on le voit bien nous en thérapie quand on fait, enfin dans les thérapies comme je les ai développées, qu'on peut aller travailler les liens du vivant au-delà de la mort. Et ce qui est étonnant dans certaines pathologies, c'est que justement, il y a un figement du lien qui n'est plus vivant dans le monde des vivants, alors que le lien reste vivant dans le monde des morts. Et pour moi, oui, je pense que si je donnais une définition, alors un peu peut-être à ton goût un peu trop
comment dirais-je, concrète ou je ne sais pas. Je dirais que l'âme, ça a quelque chose à voir avec le corps en relation. Ou en tout cas, c'est cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on est au-delà de notre corps matériel, quoi. Bertrand, oui, tu veux… Vas-y. C'est que je pense que le corps en relation, c'est ce que j'appellerais le corps vivant. C'est ça. Pleinement vécu. Oui. Et donc, du coup, c'est un corps personnel. Oui. C'est-à-dire que le corps, c'est le corps de quelqu'un qui Oui. vit son corps et ce n'est pas le corps. Parce Oui. que le corps, ça s'appelle la dépouille mortelle ou le cadavre. Oui. Voilà. Le corps vivant, c'est mon corps avec une individualité, une unicité. Oui. Tout à fait. Il y a un point dans vos interventions qui a fait aussi beaucoup réagir, susciter des réactions, peut-être d'ailleurs qui est une notion nouvelle pour un certain nombre d'entre nous, à savoir l'égoïsme altruiste. Est-ce qu'il est possible de revenir sur cette idée d'égoïsme altruiste? Tout à fait. Je pense que c'est l'escroquerie morale et métaphysique dans laquelle on est, et malheureusement, je suis navré de voir que certains esprits brillants de notre époque proposent cela comme nouvelle spiritualité. L'idée est très simple, elle est à la base du mythe libéralo-capitaliste qui consiste à dire, vous savez, l'égoïsme humain, c'est très bien, parce que quand les gens sont égoïstes, ils veulent gagner de l'argent. Quand ils veulent gagner de l'argent, ils créent des entreprises. Et du coup, l'égoïsme passe du vice privé à la vertu publique. Et donc, tout notre mythe est de dire, mais finalement, l'égoïsme, c'est très bien parce que ça profite au plus grand nombre. Par quoi? Par une opération magique où tout d'un coup, parce qu'on est égoïste, on est altruiste. Bien, je crois qu'on rêve. On s'aperçoit que oui, parfois, quand on est égoïste, on est altruiste, mais quand on est égoïste et quand on est altruiste parce qu'on est égoïste, on est hypocrite, on ment à son monde, on crée un monde totalement faux dans lequel il n'y a aucune générosité, aucun amour, et je trouve ça catastrophique. Mais finalement, par paresse, on s'est dit, écoutez, c'est trop difficile de transformer les hommes, alors il vaut mieux exploiter leur égoïsme qu'à un moment les libérer de cet ego imbécile qu'ils prennent pour eux-mêmes. Alors, je vais reprendre ce que tu viens de dire, Bertrand, en le mettant dans la perspective inverse, et je dirais, mais qui revient au même, je dirais que c'est comme si il y avait une instrumentalisation et une commercialisation de l'altruisme à des fins de narcissisme égoïste. Et que, à ce moment-là, je te rejoins, et c'est ça la dimension hypocrite, c'est que ça devient un altruisme commercial et de représentation au lieu d'être un altruisme habité. Et je pense, et je fais le pont, avec un Canadien, je ne me rappelle plus le nom, qui a écrit un livre sur « Nous sommes dirigés par des médiocres » ou quelque chose comme ça, où il montre que la médiocrité n'est pas dans l'idée classique de la médiocrité, mais dans la médiocrité de gens justement pas médiocres, mais qui habitent une position médiocre et qui nous dirigent et dans lequel on est. Et justement, où cette représentation de l'altruisme ou de ce pseudo-altruisme est d'un altruisme commercial pour en fait ne faire que de renforcer le narcissisme et l'ego. Très juste, très juste. Et je rajouterais une chose, c'est qu'à un moment, c'est comme si quand tu es généreux avec tes amis, avec ta famille, ou même avec des gens, tu ne penses pas être altruiste, tu ne fais pas ça parce que tu es altruiste, tu fais ça parce que tu es vivant et parce que ça ne viendrait pas à l'idée de garder les trucs tout seul. C'est un petit peu comme le bonheur. Je n'ai pas envie de boire du champagne tout seul. Je n'ai pas envie de manger du caviar tout seul. Tu comprends? Voilà. Donc là, et l'idée de ne pas la partager, ça ne me vient même pas à l'esprit. C'est tellement triste d'être heureux tout seul, c'est tellement triste de boire du champagne tout seul qu'il vaut mieux pas en boire. Donc à un certain moment, c'est pas qu'est-ce que c'est que ces catégories? Mais ces catégories ont été inventées pour préserver l'égoïsme
et préserver ce qu'on pourrait appeler les faibles et les entretenir dans leur faiblesse, dans leur médiocrité, dans leur absence de vie, d'amour et de générosité. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Alors, je me permets de revenir aussi sur une autre question qui est, je trouve, particulièrement intéressante et qui demande de faire un petit pas de côté, de se décentrer. Alors, peut-être que cette question, au départ, s'adresse davantage à Bertrand, mais on peut certainement l'ouvrir. N'a-t-on pas instrumentalisé aussi la philosophie en présentant des philosophes politiquement corrects chargés de penser à notre place? Alors, la philosophie a été instrumentalisée au XVIIIe siècle avec la naissance de ce qu'on appelle l'utilitarisme, où tout d'un coup, vous avez des penseurs anglais et français comme Destutt de Tracy, ou bien encore Stuart Mill, qui disent les bonnes idées, c'est des idées utiles, et donc il faut avoir des idées utiles. Donc ça, c'est ça l'instrumentalisation de la philosophie, et c'est une véritable horreur parce que l'utile, personne ne sait ce que c'est. On met tout ce qu'on veut à l'intérieur de ça et ça contrôle tout sans que rien ni personne ne contrôle l'utile. Alors le deuxième point qu'on a vu apparaître, c'est une dérive de la démocratie et du féminisme où tout d'un coup, sous prétexte d'éviter ce qu'on pourrait appeler des discours odieux, misogynes ou carrément fascistes, on commence à créer une police de l'esprit, une police de la démocratie, et on surveille qu'on est féministement correct et on est démocratiquement correct. Et à ce moment-là, ça devient odieux. C'est-à-dire, armés de bons sentiments féministes et démocratiques, ces gens deviennent insupportables et rentrent dans l'inconscient punitif et créent, à mon avis, le cancer de la démocratie moderne, qui est ce flicage, en particulier médiatique et organisé par les réseaux sociaux, qui finalement crétinise tout le monde et a créé ce sentiment de peur qui est bien montré par Foucault dans Surveiller et punir, où il dit le comble de la morale, c'est de se sentir surveillé et de se censurer. Actuellement, on est arrivé, au nom de la démocratie, à créer cette espèce de monstre rampant qui a envahi les médias, a envahi les esprits. Alors, on n'ose plus rien dire, on n'ose plus faire une critique, de peur de paraître, de se faire traiter de réactionnaire ou à un moment de sexiste. Voilà. Donc, c'est ça l'instrumentalisation. Et je suis bien d'accord, actuellement, il y a beaucoup de médias qui aiment beaucoup être très politiquement corrects. Comme ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, on donne l'impression de mener une croisade légitime. Voilà, mon cher Eric, excuse-moi d'avoir été un peu long sur cette affaire, mais effectivement, ça m'a beaucoup préoccupé. Est-ce que, voilà. Je vais rebondir. Vas-y, Eric, oui, avant que je. Parce que je vais rebondir justement sur la question de la notion d'inconscient politique. Exactement. Punitif, puisqu'elle revient de manière récurrente. L'inconscient punitif, c'est pour moi. Alors après, tu donneras ta vision si c'est OK avec toi, Bertrand. Pour moi, l'inconscient punitif, il part de la base que nous sommes des êtres de relation, donc nous sommes des êtres de communauté. Et donc, l'adéquation au nom de la communauté, à la communauté, à travers nos pensées, notre comportement, nos actes, va questionner le degré de congruence ou d'incongruence entre ma position et la position du groupe. Et la communauté va renvoyer à partir d'un moment où je ne suis pas conforme tout ce qui va être de l'ordre de la honte, de la culpabilité. Alors, elle peut être au nom du collectif ou elle peut être au nom d'idéologie, de valeurs, de systèmes de pensée, etc. etc. Et je crois qu'on a tous, c'est l'œil de Caïn, on a tous, nous les êtres humains, par notre conviction que nous ne pouvons pas vivre dès le départ seuls au monde et que nous avons besoin du groupe pour exister, que la question de la reconnaissance par le groupe est fondamentale et que, quelque part, l'inconscient punitif pour moi, c'est repose sur la menace d'exclusion par le groupe qui signe un arrêt de mort.
Alors, je rajouterai une chose. Pour moi, l'inconscient punitif, c'est la pensée à l'envers. Oui. C'est-à-dire, la véritable pensée, elle est géniale. La véritable pensée, elle est créatrice. La relation entre l'homme et la société est extraordinaire. Il n'y a pas plus beau que d'être en société, que d'être dans l'amitié, que d'échanger. Et je m'aperçois que ce que nous vivons maintenant, c'est la beauté de la vie sociale. Bien, le plaisir de devenir intelligent ensemble et de s'aider tous ensemble à grandir. Bien. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a le côté effrayant qu'on appelle à un moment le pouvoir, qu'on appelle l'orgueil, qu'on appelle une espèce de… C'est un démon, cette affaire, c'est un poison. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un arrive à l'intérieur de la société, fait peur à tout le monde, désigne un coupable, commence à créer des dissensions, monte tout le monde contre tout le monde, et tout d'un coup, les gens qui avaient quelque chose de génial deviennent méchants, et parfois, ils utilisent tout leur génie pour la méchanceté. Là, on est dans le monde à l'envers. Voilà. Oui. Et tu décris très bien, on manipule en permanence l'intimidation et la menace de l'exclusion. La menace qui est de dire la menace de mort. Il y a la mort et puis il y a ce qu'on appelle la mort blanche. Et la mort blanche, c'est de dire, ben voilà, si tu n'es pas d'accord avec nous, eh bien, tu ne fais plus partie du groupe et on ne t'adresse plus la parole. Et là où ce serait vraiment un thème important à développer parce que ça pourrait être, on pourrait partir sur la question du bouc émissaire, mais je crois que là où il y a une confusion, c'est que pour moi, de mon point de vue, c'est que ce on dont tu parles, Bertrand, c'est que c'est un on qu'on a construit ensemble, nous les humains, à travers les générations, et que je crois que, et c'est là où par exemple, parce que sinon on pourrait entendre la théorie du complot, mais là où pour moi je fais une différence, c'est que ce on qu'on a construit, je crois que cette construction, on est tellement habitué à cette construction qu'on ne repère, qu'on est, comment dirais-je moi, on s'est construit tellement dans la conviction que cette construction est la meilleure construction au monde, qu'on est piégé par cette représentation-là. C'est ce que Carl Schmitt décrit. La vie politique, c'est fondé sur l'ami et l'ennemi. Et Oui. puis, on est fondé là-dessus. Et oui. Qu'est-ce que donne la politique? La politique pose sur l'idée que la meilleure manière d'éliminer les ennemis, c'est d'utiliser le mal contre le mal. Et donc, on est dans ce gigantesque mise en scène politique. Et ça, dans la société, il y a plusieurs sociétés. C'est une société parmi d'autres, parce qu'il y a aussi une très belle société. Et le problème qui est le nôtre, c'est la cohabitation de ces sociétés, c'est-à-dire une société merveilleuse, créatrice, magnifique, et puis tout d'un coup, eh bien, une sorte de dérive, de dérapage complètement dingue de la vie sociale. C'est ça qui est important. Et je crois que la vie sociale, c'est exactement comme la vie intérieure. À un moment, il y a des zones sombres à l'intérieur de nous, et puis il y a des choses lumineuses. Et c'est vrai que parfois, la part sombre prend le pouvoir. Alors, Eric, tu veux rajouter un dernier mot avant que je puisse vous poser une dernière question en guise de conclusion? Oui, je dirais juste que je dirais que ce que tu viens de dire, Bertrand, est très éclairant. C'est qu'effectivement, je te rejoins tout à fait que s'il y a une mutation, une transformation qui se crée, c'est l'émergence d'une société plus vivante, plus créatrice, et qui retrouve que le lumineux, et ça va te faire plaisir, avec l'émerveillement, sont dans les petites choses de la vie qui prennent tout d'un coup. Alors justement, je me permets, puisque le sous-titre de ce webinaire aujourd'hui était entre surprise, humour et créativité, en guise de conclusion et d'ouverture, comme je le disais tout à l'heure, d'ouverture, oui, pour la fin de ce webinaire aujourd'hui. De votre point de vue, pour vous, Bertrand, Eric, quelle serait peut-être la plus petite créativité, la plus petite part de créativité possible que nous puissions chacun installer dans notre quotidien aujourd'hui? Qui commence? Vas-y, Bertrand, vas-y.
Alors, moi, je pense que la créativité n'est jamais petite, et surtout quand elle est petite. Je pense que, pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir des yeux, des oreilles et une sensibilité. Et c'est de sentir les choses. Et j'ai remarqué la chose suivante, quand on parle avec ses yeux, avec ses oreilles, avec sa sensibilité, on touche les gens, on leur montre la part vivante de la vie, et tout d'un coup, ils laissent tomber leur angoisse, leur agressivité, leur méchanceté potentielle. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Comme disait Baudelaire, donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or. Donne-moi, dans ce monde angoissé, dans ce monde apeuré, tout d'un coup, montrer que les choses sont vivables, montrer qu'on est loin d'être perdu, qu'on va s'en sortir, qu'on va rejaillir beaucoup plus loin. Ça, c'est merveilleux. Et il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à vivre. Il y a un moment, arrêter de s'enquiquiner, d'enquiquiner le monde avec ce qui ne va pas, simplement vivre quelque chose qu'on aime et qui va. Et c'est extrêmement positif et communicatif. Hein. C'est-à-dire, vous savez, à un moment, il y a un combat intérieur, il y a la mauvaise pensée ou la pensée. Alors la mauvaise pensée, je peux choisir à mal, ou à un moment, c'est simplement de dire, je vais éviter de dire le truc qui va être noir, qui va faire mal, et je vais dire un truc que j'aime, je vais dire un truc que, voilà. En fait, je me rendais compte, un jour, j'avais une amie, elle vivait très harmonieusement dans son couple. Et pourquoi? Parce qu'elle avait décidé que ça marcherait. Elle voulait que ça marche. Et au fond, moi, j'aime bien cette idée. Au fond, est-ce que vous voulez que ça marche? Est-ce que vous voulez qu'on vive? Alors, vous voulez qu'on vive, on va parler d'un truc qu'on aime. Voilà, c'est ça. Aimer et vouloir vivre au sens noble, c'est la même chose. Je vais dire un truc que j'aime et le monde s'illumine. Eric, je souhaite… Écoute, là, après ces belles paroles de Bertrand, je ne sais pas trop quoi rajouter de plus que le plaisir d'avoir partagé avec vous et de partager avec Bertrand ce beau moment d'échange et dans lequel je peux témoigner, avoir ressenti du partage, de la joie et de la communion. Et voilà un moment d'amour inconditionnel. Tu sais ce que j'aime beaucoup? C'est ce que Nietzsche a dit de Montaigne. Il a dit, savoir qu'un tel homme existe ajoute davantage de plaisir à la vie. Voilà. Je dis, expérimenter notre dialogue rend encore la vie plus savoureuse que je l'ai vécue pour l'instant. Et savoir que cela est possible rend le plaisir de vivre encore plus heureux. Bien, ben, messieurs, un grand merci voilà, pour ces messages d'espoir, j'allais dire. Et puis, on va vous remercier aussi de nous avoir permis, le temps de cette matinée, de sonder la profondeur de vos âmes, hein, si on peut le dire de cette manière. Avant de terminer, vous rappeler que, bien sûr, bah, le webinaire donc, est enregistré hein, et il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut. Je vous rappelle aussi que notre prochain webinaire aura lieu la semaine prochaine, vendredi 15, à la même heure, hein, de 10h30 à 12h15. Et cette fois-ci, il aura pour thème déconstruire la peur entre confiance et croyance. Et ce webinaire sera animé par le Dr Julien Bedbez et puis par Éric Bardot aussi. Une autre information juste avant de terminer, en vous rappelant le congrès de l'Institut, Sidération et fondement en Renaissance, qui aura lieu toujours du 4 au 7 novembre. Voilà, donc nous vous souhaitons… Et dans lequel Bertrand sera présent. Et exactement, dans lequel Bertrand et puis tous
vos intervenants seront bien sûr présents. Voilà, un grand merci encore à tous. Merci. Un grand merci à Bertrand et à Eric. Et puis, nous vous souhaitons merci, un bon week-end. Voilà. Et puis un bon déconfinement à tous. Hein. Voilà. Merci. Un bon déconfinement à tous. Voilà. Au Salut, revoir. amis. Salut. Au revoir. Bye. Bye. Stéphane, je vais et puis quand ça sera décroché, on fait un petit échange.